Je m'appelle Laurie, et voici comment mon histoire commence. Lors de ma fête d'anniversaire, ma mère a dit à voix haute, nous sommes tous d'accord. Tu devrais vendre ta maison et donner l'argent au fond pour le bébé de ta sœur. Elle en a plus besoin. Mes cousins ont applaudi. Mon père a souri, et ma sœur a essuyé de fausses larmes. J'ai simplement ouvert mon téléphone et lu à voix haute un message qui a fait tomber toutes les fourchettes à table. Le restaurant semblait étouffant, malgré ses plafonds voûtés et ses lustres coûteux. Ma fête pour mes 30 ans était censée être un dîner tranquille en famille, mais en regardant autour de moi, dans la salle à manger privée, les 18 visages pleins d'attente, j'aurais dû me méfier. La famille Ashford n'a jamais rien fait tranquillement. Ma mère se tenait au bout de la table, son verre de vin levé, ses ongles parfaitement manucurés captant la lumière. Elle avait insisté pour porter un toast, et j'avais bêtement accepté. Les premières phrases étaient des banalités d'anniversaire habituelles. Comme elle était fière, tout ce que j'avais accompli, les platitudes maternelles habituelles qui sonnaient creux venant de ses lèvres. Puis, son ton a changé. « Mais ma chérie, dit-elle en posant son verre avec un soin délibéré, il y a quelque chose dont nous devons discuter en famille. » Les poils de ma nuque se sont hérissés. Autour de la table, mes cousins Jessica, Tiffany et Brandon se sont penchés en avant avec des sourires narquois identiques. Ma sœur, Nathalie, était assise à côté de son mari, Grant, la main posée sur son ventre encore plat, son expression empreinte d'une tristesse étudiée. « Ta sœur est enfin enceinte, après des années d'essai, » a continué ma mère, sa voix devenant plus forte, plus théâtrale. Elle et Grant ont besoin de déménager dans une vraie maison familiale, quelque chose de convenable pour élever des enfants. Ta maison serait parfaite pour eux. J'ai serré ma fourchette si fort que mes jointures sont devenues blanches. Maman, qu'est-ce que tu... Nous sommes tous d'accord. Tu devrais vendre ta maison, a-t-elle déclaré, et donner l'argent au fond pour le bébé de ta sœur. Elle en a plus besoin, Laurie. Le fait qu'elle ajoute mon nom de manière si pointue a été comme une gifle. La déclaration de ma mère a résonné dans la pièce comme un verdict. Tu es célibataire. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. C'est égoïste de le garder, alors que ta sœur fonde une famille. Les cousins ont littéralement applaudi. Brandon a sifflé. Mon père, assis tranquillement à l'autre bout de la table, a souri, ce même sourire indulgent qu'il arborait toujours lorsque ma mère orchestrait ses embuscades familiales. Ma tante Patricia a hoché la tête d'un air sage, comme si c'était la suggestion la plus raisonnable du monde. Nathalie a sorti un mouchoir de son sac et a tamponné des yeux secs. « Je ne voulais pas demander, dit-elle, la voix tremblante. Mais nous avons vraiment du mal. Les traitements de fertilité ont coûté si cher, et maintenant, avec le bébé qui arrive, nous n'avons tout simplement pas assez d'économies pour une maison convenable. Quand maman a suggéré ça, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, tu comprendrais ce que signifie se sacrifier pour la famille. Tu as toujours été si indépendante, a ajouté mon père, parlant pour la première fois. Ce serait un geste magnifique, Laurie. Une façon de montrer que la famille passe avant tout. J'ai regardé autour de la table, ces gens qui partageaient mon sang. Mon oncle Robert n'osait pas croiser mon regard. Ma grand-mère restait silencieuse, coupant son steak en morceaux de plus en plus petits. La seule personne qui semblait mal à l'aise était ma cousine Mélissa, mais même elle n'a pas pris la parole. Tout le monde attendait que je craque, que je cède comme je l'avais toujours fait. Quand Nathalie avait eu besoin d'argent pour son mariage, j'avais contribué à hauteur de 5 000 €. Quand Brandon avait eu besoin d'argent pour sa caution après avoir été arrêté pour conduite en état d'ivresse, j'avais payé. Quand mes parents avaient eu besoin d'aide avec leur hypothèque après que l'opportunité d'investissement de mon père ait mal tourné, j'avais fait un chèque de 15 000 € sans me plaindre. La maison qu'ils voulaient que je vende, je l'avais achetée il y a 3 ans, avec l'argent que j'avais économisé en travaillant 70 heures par semaine dans ma société de conseil financier. Chaque centime de la compte provenait de mes propres comptes. J'avais peiné, sacrifié, et vécu dans un studio pendant 5 ans pour y arriver. La maison était à moi. La seule chose dans ma vie qui était vraiment, complètement à moi. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Je l'ai sorti et j'ai vu une notification de mail de mon avocat, Laurence Martinez. Le timing était presque cosmique. « Vous savez quoi ? » ai-je dit en me levant. Ma chaise a raclé le sol, brisant le silence plein d'attente. En fait, j'ai aussi quelque chose à partager avec tout le monde. Le visage de ma mère s'est illuminé,
s'attendant clairement à une capitulation. Oh, ma chérie, je savais que tu entendrais raison. Je vais vous lire un email que je viens de recevoir. J'ai déverrouillé mon téléphone, mes mains stables, malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines. Il vient de mon avocat. Le silence s'est fait dans la pièce. Plusieurs fourchettes ont cliqueté contre les assiettes alors que les gens les posaient. J'ai commencé à lire à voix haute, ma voix claire et froide. Chère mademoiselle Ashford, j'ai le plaisir de vous confirmer que les documents finaux de la succession de votre défunt oncle, Bernard Ashford, ont été traités. En tant que son unique héritière désignée, vous êtes désormais la propriétaire légale de ses biens immobiliers, de ses investissements et de ses liquidités, le tout évalué à environ 8,3 millions d'euros. La fourchette de Nathalie a retenti contre son assiette. Le visage de ma mère a perdu toute couleur. J'ai continué à lire. Le portefeuille immobilier comprend la maison de vacances à Lake Tahoe, les propriétés d'investissement à Portland et Austin, et l'immeuble commercial dans le centre de Seattle. Le portefeuille d'actions et les liquidités restantes ont été transférés sur vos comptes désignés à la date d'aujourd'hui. Félicitations pour votre héritage. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai levé les yeux de mon téléphone, croisant le regard horrifié de ma mère. Oncle Bernard, a-t-elle murmuré. Quand est-ce que... Il n'a jamais mentionné? Il est mort il y a 6 mois, ai-je dit simplement. Nous étions proches depuis des années. Je lui rendais visite tous les mois, même quand il a déménagé en maison de retraite. Il n'en a parlé à personne d'autre dans la famille parce que, selon ses propres mots, ils n'appellent que quand ils veulent quelque chose. Le visage de mon père était devenu rouge. Tu n'as jamais rien dit à propos d'un héritage. Vous n'avez jamais demandé comment j'allais après le décès d'oncle Bernard. J'ai pris mon verre de vin, buvant une lente gorgée. Vous étiez trop occupé à planifier la fête de révélation du genre de Nathalie, qui, soit dit en passant, n'est pas encore assez avancée dans sa grossesse pour ça, puisqu'elle n'en est qu'à 6 semaines, et c'est trop tôt pour connaître le sexe. Mais les faits n'ont jamais été un obstacle à une bonne fête dans cette famille. Les fausses larmes de Nathalie s'étaient arrêtées. Elle avait l'air furieuse. Alors, si je comprends bien, ai-je continué en posant mon verre, vous voulez que je vende ma maison, celle que j'ai achetée avec mon propre argent, pour lequel je me suis tué à la tâche, et que je donne les bénéfices au fond pour le bébé de Nathalie? Je me suis tourné vers ma mère. Combien vaut ma maison selon toi, maman? Les lèvres de ma mère se sont pincées en une fine ligne. La valeur marchande est probablement d'environ 600 000 euros. 650 000, en fait. Je l'ai fait évaluer le mois dernier. J'ai souri, et c'était comme de la glace se formant sur mon visage. C'est beaucoup d'argent. Certainement assez pour aider Nathalie et Grant à acheter quelque chose de bien. Peut-être un de ces nouveaux lotissements en banlieue. Une lueur d'espoir a brillé dans les yeux de Nathalie. Elle pensait vraiment que j'allais accepter. Mais voilà le problème, ai-je dit, ma voix baissant. Je possède déjà des propriétés d'investissement maintenant, au pluriel. J'ai plus de biens immobiliers que je ne sais quoi en faire, alors j'ai réfléchi à ce que j'allais faire de ma maison actuelle. La pièce retenait son souffle. Je vais la garder, ai-je dit. Je vais y vivre. Je vais profiter de chaque centimètre carré de l'espace que j'ai gagné. Et vous savez quoi d'autre? Je vais utiliser une partie de mon héritage pour la rénover. Je pense ajouter une piscine, peut-être une salle de cinéma, et certainement une cave à vin. Ma mère a retrouvé sa voix. Tu es incroyablement égoïste, Laurie. Le suis-je? Je me suis tourné pour lui faire face complètement. Parlons d'égoïsme. J'ai regardé Nathalie. Combien avez-vous dépensé, toi et Grant, pour votre lune de miel à Bora Bora l'année dernière? Elle a rougi. Ça n'a rien à. Nous méritions un beau voyage. 40 000 euros, ai-je dit. Je le sais parce que tu t'es plainte des factures de carte de crédit pendant des mois. Tu as 40 000 euros pour des vacances, mais rien d'économisé pour une maison. Je me suis tourné vers mon père. Papa, qu'est-il arrivé aux 70 000 euros que grand-père t'a laissés à sa mort? Sa mâchoire s'est crispée. Ça ne te regarde pas, tu les as perdus en spéculant sur des actions à bas prix, ai-je dit sèchement. Puis, tu as pris une deuxième hypothèque sur ta maison et tu as aussi perdu cet argent. C'est pour ça que tu as eu besoin de mon aide l'année dernière. Ma tante Patricia a commencé à parler, mais je l'ai interrompue. Tante Patricia, tu conduis une BMW X7. Brandon, tu viens d'acheter un bateau.
Jessica, ce sont des talons Louis Vuitton que tu portes. Et Tiffany, c'est un bracelet Cartier. Mais, d'une manière ou d'une autre, c'est moi l'égoïste parce que je veux garder la maison pour laquelle j'ai économisé. Personne n'avait de réponse. Oncle Bernard m'a appris quelque chose d'important, ai-je dit en prenant mon sac. Il m'a appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang partagé. C'est qui est présent, qui se soucie, qui est là quand ça ne leur profite pas. J'ai regardé autour de moi. Savez-vous pourquoi il m'a tout laissé? Je n'ai pas attendu de réponse. Parce que j'étais la seule à lui rendre visite, la seule à l'appeler pendant les fêtes, la seule à m'asseoir avec lui dans cette maison de retraite, à écouter ses histoires et à lui tenir la main quand il avait peur. Pas parce que je voulais son argent, je n'avais aucune idée qu'il avait autant à laisser. Je l'ai fait parce que je l'aimais, et parce qu'il était seul. Ma voix s'est légèrement brisée sur le dernier mot, mais j'ai continué. Il m'a dit, juste avant de mourir, qu'il avait regardé cette famille me saigner à blanc pendant des années. Il a dit qu'il me laissait tout pour que j'aie enfin la sécurité de dire non, de me protéger, d'arrêter de vous laisser tous me traiter comme un distributeur automatique avec un bouton de culpabilité. Je les ai regardés un par un. Ma mère, qui avait orchestré toute cette humiliation. Mon père, qui ne m'avait jamais défendu. Nathalie, qui avait appris à utiliser les larmes comme une arme. Les cousins, qui avaient fait de l'intimidation envers moi un sport familial. Alors, voici ce qui va se passer, ai-je dit. Je pars maintenant. Je vais finir mon anniversaire avec des gens qui se soucient vraiment de moi. Vous êtes tous les bienvenus pour rester et profiter du repas. Je l'ai déjà payé. Considérez ça comme mon cadeau, puisque, apparemment, je dois à cette famille tout ce que j'ai. J'ai commencé à marcher vers la porte, puis je me suis arrêté et me suis retourné. Oh, et Nathalie, félicitations pour la grossesse. J'espère sincèrement que tout se passera bien. Mais ne t'attends pas à ce que je sois ton compte en banque personnel pour les dépenses du bébé. Si toi et Grant ne pouvez pas vous permettre une maison et un bébé, vous devriez peut-être examiner vos habitudes de dépenses au lieu d'exiger que je sacrifie mes biens. Tu ne peux pas simplement tourner le dos à ta famille, a dit ma mère, la voix stridente. Nous t'avons élevé, Laurie. Nous t'avons nourri, nous. Vous avez fait le strict minimum requis par la loi, ai-je interrompu. Et vous percevez des intérêts sur cet investissement depuis. Eh bien, la banque est fermée de façon permanente. Je suis sorti de ce restaurant et je n'ai pas regardé en arrière. Mon téléphone a commencé à sonner avant que j'atteigne ma voiture, ma mère, puis Nathalie, puis mon père. J'ai refusé chaque appel. Le voiturier a ramené ma voiture et je lui ai donné un généreux pourboire, encore sous l'effet de l'adrénaline de ce que je venais de faire. En sortant du parking, j'ai aperçu, à travers la fenêtre du restaurant, le chaos que j'avais laissé derrière moi. Ma mère était debout, gesticulant sauvagement. Nathalie avait le visage dans ses mains. Parfait. Le trajet jusqu'à la maison a duré 20 minutes. Mes mains tremblaient sur le volant, l'adrénaline me rattrapant enfin. J'avais passé 30 ans à me plier en 4 pour plaire à ces gens. Et en 30 secondes, j'avais tout fait brûler. À mi-chemin, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était tante Patricia cette fois. J'ai failli laisser sonner jusqu'au répondeur, mais quelque chose m'a poussé à répondre. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ?» a-t-elle crié avant que je puisse dire bonjour. « Ta mère est hystérique. » Nathalie fait une crise de panique. « Comment peux-tu être aussi égoïste ?» Tante Patricia, ai-je dit calmement, en gardant les yeux sur la route, savais-tu qu'oncle Bernard m'avait laissé sa succession? Silence. Savais-tu même qu'il était mort il y a 6 mois? Plus de silence. Quand l'as-tu appelé pour la dernière fois, lui as-tu rendu visite, lui as-tu envoyé une carte? Ça n'a rien à. Il était ton oncle, pas le mien. C'était mon beau-frère. C'était un être humain qui est mort seul, ai-je coupé. Sauf pour le seul membre de la famille qui a pris la peine de se montrer. Et maintenant, tu m'appelles pour me crier dessus parce que je ne finance pas le style de vie de Nathalie. Au revoir, Patricia. J'ai raccroché et bloqué son numéro aussi. Les textos continuaient d'arriver. Je les regardais au feu rouge, chacun plus désespéré ou en colère que le précédent. Brandon a envoyé « Tu es morte pour cette famille ». Jessica a écrit « J'espère que tu profites de ton argent, puisque tu l'aimes clairement plus que nous. » Le message de mon père était court « Ta mère est dévastée. J'espère que tu es fier de toi. »
Mais un message m'a fait faire une pause. Il venait de ma grand-mère, qui était restée silencieuse à table. Ton grand-père aurait été fier de toi ce soir. Appelle-moi quand tu seras prête. J'ai fixé ces mots un long moment avant de ranger mon téléphone. Quand je suis rentré, je suis resté assise dans mon allée pendant 10 minutes, juste à respirer. La lumière du porche était allumée. Je l'avais laissée allumée ce matin-là, sans jamais imaginer à quel point tout serait différent à mon retour. Ma maison avait la même apparence, mais je me sentais fondamentalement changé. À l'intérieur, j'ai enlevé mes talons et me suis versé un whisky. Le silence de ma maison était magnifique. Personne n'exigeant quoi que ce soit, personne ne me jugeant, personne ne calculant ce qu'il pourrait m'extorquer ensuite. J'ai ouvert mes emails et j'ai relu le message de Laurence Martinez, cette fois plus attentivement. Il y avait des pièces jointes, des détails sur les propriétés, les comptes d'investissement, les actions. Oncle Bernard avait été méticuleux. Chaque actif était documenté, organisé, transféré proprement à mon nom. Il y avait aussi une note personnelle de Laurence en bas de l'email. Votre oncle a laissé une lettre scellée pour vous. Je la ferai livrer par coursier à votre domicile demain. Il a été très précis sur le fait que vous deviez la recevoir après le règlement de la succession. Une lettre d'oncle Bernard. Je n'étais pas au courant. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message vocal de ma mère. Je l'ai supprimé sans l'écouter. Puis un autre texto est arrivé. Celui-ci d'un numéro que je ne reconnaissais pas, c'est Grant. Nathalie est vraiment bouleversée. Elle est enceinte, stressée, et ce n'est pas bon pour le bébé. Quels que soient tes problèmes avec la famille, peux-tu s'il te plaît penser à ta nièce ou à ton neveu? J'ai éclaté de rire. Grant, qui m'avait à peine adressé 2 mots en 3 ans de mariage avec ma sœur, me faisait maintenant la morale sur la responsabilité familiale. J'ai répondu, Grant, Nathalie est enceinte de 6 semaines. Le stress de cette conversation ne nuira pas à sa grossesse à ce stade. Mais sais-tu ce qui est stressant? Être prise en embuscade à sa propre fête d'anniversaire et sommée de renoncer à ses biens. Dis à Nathalie qu'elle peut me contacter quand elle sera prête à s'excuser. D'ici là, laissez-moi tranquille. Puis j'ai bloqué son numéro aussi. Le truc, quand on finit par se défendre, c'est que c'est à la fois terrifiant et exaltant. Une partie de moi attendait que la culpabilité frappe, que le poids familier de l'obligation se réinstalle sur mes épaules. Mais il n'est pas venu. Au lieu de cela, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à examiner mes finances avec un regard neuf. L'héritage changeait tout. J'avais prévu de travailler encore 15 ans avant de pouvoir ne serait-ce que penser à une retraite anticipée. Maintenant, je pouvais prendre ma retraite demain si je le voulais. Non pas que je le ferais, j'aimais mon travail. Mais l'option existait. Rien que ça valait plus que n'importe quelle somme d'argent. La propriété de l'Ectao m'intéressait le plus. J'ai consulté les informations que Laurence avait incluses. C'était un chalet de 4 chambres, juste au bord du lac, avec un quai privé et une vue sur les montagnes. Oncle Bernard l'avait acheté dans les années 70 pour une fraction de sa valeur actuelle. Selon les documents, il y passait ses étés avec ma tante avant qu'elle ne décède. J'y étais allé une fois, quand j'avais 8 ans. Je me souvenais de l'eau cristalline, des pins, et d'oncle Bernard m'apprenant à faire des ricochets. Mes parents avaient écourté la visite parce que ma mère s'était disputée avec un employé pour une raison que j'étais trop jeune pour comprendre. Nous n'y sommes jamais retournés. Maintenant, c'était à moi. Je pouvais y aller quand je voulais. Je pouvais y passer des étés entiers si je le choisissais. Cette pensée m'a fait sourire. Ma sonnette a retenti, me tirant de ma rêverie. Il était près de 22 heures. J'ai vérifié la caméra de sécurité et j'ai vu ma mère sur mon porche, mon père derrière elle. Je n'ai pas ouvert la porte. Je sais que tu es là, a crié ma mère. Il faut qu'on en parle. Tu ne peux pas simplement lancer une bombe comme ça et t'en aller. J'ai éteint la lumière du porche et celle du couloir, et je suis resté parfaitement immobile dans le salon sombre. C'est ridicule, a ajouté la voix de mon père. Ouvre la porte. Nous sommes tes parents. Je leur ai envoyé un texto à tous les deux. Partez maintenant ou j'appelle la police pour violation de propriété. À travers la caméra, j'ai vu le visage de ma mère passer par le choc, la colère, et enfin quelque chose qui aurait pu être de la peur. Mon père a posé une main sur son épaule, a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre.
Ils sont partis. Ma maison était magnifique dans la lumière du soir. L'extérieur de style artisanal, le jardin que j'avais planté moi-même, la balancelle du porche où je buvais mon café chaque matin. C'était à moi. Je l'avais mérité, et je le gardais. À l'intérieur, je me suis versé un vrai verre. Pas le vin cher du dîner, mais le whisky bon marché que j'aimais vraiment, et je me suis assise sur mon canapé. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Les textos affluaient. De ma mère, comment oses-tu embarrasser cette famille comme ça? Appelle-moi immédiatement. De Nathalie, je n'arrive pas à croire que tu puisses être aussi cruel envers une femme enceinte. Maman a raison à ton sujet. De mon père, ta mère est très contrariée. Tu lui dois des excuses. De Jessica, waouh. Je ne savais pas que tu étais une telle. Je les ai tous bloqués. Chaque numéro. Puis j'ai fait défiler jusqu'à un autre contact et j'ai appuyé sur appeler. Salut, l'étrangère, est venue la voix chaleureuse de ma meilleure amie, Ashley. Comment était le dîner d'anniversaire en famille? Je peux passer, ai-je demandé. Toujours. J'ouvre une bouteille de vin. Ashley vivait à 15 minutes, dans une maison de ville confortable avec son mari, Derek, et leur fille, Emma. Quand je suis arrivé, Emma, ma filleule, s'est jetée sur mes jambes. Tati, joyeux anniversaire. On t'a fait un gâteau. Il était de travers, couvert de trop de glaçage, et absolument parfait. Nous avons mangé du gâteau et je leur ai tout raconté. Les yeux d'Ashley s'écarquillaient de plus en plus. 8,3 millions? A-t-elle murmuré après qu'Emma soit allée se coucher. Plus ou moins, ai-je dit. Je suis encore en train de digérer l'information. Et tu n'as jamais mentionné qu'oncle Bernard t'avait laissé quelque chose? Je ne l'ai su que 3 mois après sa mort. Apparemment, il a mis à jour son testament 6 mois avant, mais la succession a mis une éternité à être réglée. Son avocat ne m'a contacté que récemment. Derek a secoué la tête. Ta famille est incroyable. Ils t'ont tendu une embuscade pour te faire vendre ta maison, sans savoir que tu venais d'hériter d'une fortune. Le timing est presque poétique, a dit Ashley. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Laurie? J'y ai réfléchi, en faisant tourner le vin dans mon verre. Honnêtement, je vais vivre ma vie. Peut-être voyager. Peut-être créer ma propre société de conseil au lieu de travailler pour quelqu'un d'autre. Le cadeau d'oncle Bernard, ce n'était pas seulement de l'argent. C'était la liberté. Tu vas te réconcilier avec eux, a demandé Derek prudemment. Le ferais-tu? Ai-je rétorqué. Il est resté silencieux un moment. Non, probablement pas, les textos ont continué pendant des jours. Ma mère a laissé des messages vocaux allant de la colère aux supplications, en passant par la victimisation. Nathalie a envoyé un long message sur la façon dont je ruinais sa chance d'être heureuse. Mon père a essayé la routine du père déçu. Divers cousins, tantes et oncles ont donné leur avis, me disant pour la plupart que j'étais égoïste et cruel. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Ce que j'ai fait, en revanche, c'est contacter Laurence Martinez pour créer une fiducie. Pas pour ma famille, mais pour des causes qui me tenaient à cœur, des fonds pour l'éducation d'enfants défavorisés, des programmes de soutien aux maisons de retraite, des bourses au nom d'oncle Bernard. J'ai également contacté un conseiller financier au sujet des propriétés d'investissement. Il s'est avéré qu'oncle Bernard avait été assez avisé. La seule propriété de Portland générait 30 000 € par an de revenus locatifs. 2 semaines après mon anniversaire, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre toute attente, j'ai répondu. Salut, c'est Mélissa. La voix de ma cousine était hésitante. J'ai eu ton nouveau numéro par Ashley. J'espère que ça ne te dérange pas, que veux-tu, Mélissa? Rien. Enfin, je voulais m'excuser de ne pas avoir pris la parole à ton anniversaire. C'était mal. Ils avaient tort. Tout ça. Je suis restée silencieuse, attendant. J'ai beaucoup pensé à ce que tu as dit, a-t-elle continué. Sur oncle Bernard, sur qui est présent. J'ai réalisé que je n'ai pas été présente non plus. Ni pour toi, ni pour lui quand il était en vie. J'ai honte de ça. D'accord, ai-je dit, d'une voix neutre. Je ne demande rien, a-t-elle dit rapidement. Je ne veux pas d'argent, ni d'aide, ni rien. Je voulais juste que tu saches que tu avais raison sur tout, et je suis désolé d'avoir fait partie du problème. Nous avons parlé pendant 1 heure.
Il s'est avéré que Mélissa avait ses propres sentiments compliqués sur la dynamique familiale, le favoritisme, les drames constants. Elle était restée silencieuse pour éviter de devenir elle-même une cible. Ils disent des choses terribles sur toi, a-t-elle admis. Maman t'a traité d'ingrate. Nathalie dit à tout le monde que tu sabotes sa grossesse. Ta mère joue la victime, en disant qu'elle ne sait pas où elle s'est trompée en t'élevant. Ça semble correspondre, ai-je dit sèchement. Pour ce que ça vaut, a poursuivi Mélissa, je pense que tu es la personne la plus saine de cette famille. Tu en es sortie. Tu as posé des limites. J'aimerais être assez courageuse pour faire de même. Tu pourrais l'être, lui ai-je dit. La porte est toujours ouverte si tu veux la franchir. Elle a hésité avant de parler à nouveau. Je peux te demander quelque chose à propos d'oncle Bernard? Bien sûr. Comment était-il à la fin? Je veux dire, je me sens tellement mal de ne jamais lui avoir rendu visite. Je me suis enfoncé plus profondément dans mon canapé, me souvenant. Il avait peur, parfois. La maison de retraite était assez bien, mais ce n'était pas chez lui. Tante Claire lui manquait, il parlait d'elle comme si elle venait de sortir de la pièce. Il était parfois confus, oublié en quelle année on était, mais la plupart du temps, il était encore lui-même, toujours vif, toujours drôle. J'aurais dû être là, a dit Mélissa doucement. Tu aurais dû, ai-je convenu. Pas de faux semblants. Mais te culpabiliser maintenant ne change rien. Ce qui compte, c'est ce que tu feras à l'avenir. A-t-il déjà demandé des nouvelles du reste d'entre nous, a-t-elle demandé. Parfois. Je lui disais que tout le monde était occupé. Il hochait simplement la tête, comme s'il comprenait exactement ce que cela signifiait. J'ai fait une pause. La dernière fois que je l'ai vu, environ une semaine avant sa mort, il m'a dit quelque chose. Il a dit, les gens qui comptent sont ceux qui se montrent les mardis ordinaires, pas seulement les jours de fête et les urgences. J'y pense beaucoup maintenant. Mélissa est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis elle a dit, je me suis montré tous les mauvais jours, n'est-ce pas? C'est quelque chose que toi seul peux répondre. Nous avons raccroché avec des plans vagues pour prendre un café la semaine suivante. Je ne savais pas si Mélissa et moi finirions par être proches, mais au moins, quelqu'un dans ma famille était capable d'introspection. Le lendemain matin, un coursier est arrivé avec une épaisse enveloppe du bureau de Laurence Martinez. À l'intérieur se trouvait la lettre d'oncle Bernard. Je me suis fait une tasse de café, je me suis assise à la table de ma cuisine et je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. L'écriture était tremblante, mais c'était bien la sienne. Je l'ai reconnue sur les cartes d'anniversaire qu'il m'envoyait chaque année. Ma chère, commençait-elle. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti, et que tu es au courant pour l'argent. J'imagine que ta mère et ta sœur ont eu des opinions bien arrêtées à ce sujet. Probablement ton père aussi, bien qu'il ait toujours laissé ta mère parler pour lui. Je veux que tu comprennes pourquoi j'ai fait cela. Ce n'était pas pour causer des problèmes, même si je soupçonne que ce sera le cas. C'était pour te donner quelque chose que je n'ai jamais eu, la liberté de choisir ton propre chemin, sans te soucier constamment de l'argent ou des obligations. J'ai regardé ta famille te prendre ce qu'elle pouvait pendant des années. L'argent du mariage pour Nathalie, la caution pour Brandon, l'aide hypothécaire pour tes parents. Chaque fois, tu as donné sans te plaindre, et chaque fois, ils ont pris sans gratitude. Ils ont vu ta générosité comme une faiblesse, ta gentillesse comme une obligation. Ma gorge s'est nouée en lisant. Tu me rappelles tellement ta tante Claire. Elle avait la même force tranquille, la même tendance à faire passer tout le monde avant elle. Après sa mort, j'ai réalisé à quel point elle s'était donnée, en essayant de rendre tout le monde heureux. Elle voulait retourner à l'école, le savais-tu? Pour étudier l'histoire de l'art. Mais il y avait toujours quelque chose de plus important, quelqu'un d'autre qui avait besoin de son temps, de son argent ou de son énergie. Au moment où elle est tombée malade, elle avait passé 40 ans à vivre pour les autres. À l'hôpital, elle m'a dit que son plus grand regret était tous les rêves qu'elle avait reportés, tout le temps. Elle disait, un jour, au lieu de maintenant. Je ne veux pas ça pour toi. Tu as 30 ans, le même âge que Claire quand elle a renoncé à ses études supérieures parce que mon frère avait besoin d'aide pour son entreprise. Tu as le temps de vivre différemment, mais seulement si tu t'en donnes la permission. Mes yeux se sont brouillés. L'argent est à toi, pour en faire ce que tu veux. Voyage, crée une entreprise, achète une voiture de sport ridicule si tu veux,
ou garde-le simplement à la banque et profite de la sécurité de savoir que tu n'auras jamais à choisir entre ton propre bien-être et les exigences de quelqu'un d'autre. Mais plus que l'argent, j'espère t'avoir donné la permission de dire non. De te faire passer en premier, de comprendre qu'une famille qui ne se montre que quand elle a besoin de quelque chose n'est pas vraiment une famille. Tu m'as rendu visite tous les mois. Tu as appelé chaque semaine. Tu t'es assise avec un vieil homme, tu as écouté ses histoires ennuyeuses et tu l'as fait se sentir moins seul. Tu as fait ça, non pas parce que tu voulais quelque chose de moi, mais parce que tu te souciais. C'est qui tu es. Quelqu'un qui est présent. Ne laisse personne te faire sentir coupable de protéger cette gentillesse. Le monde a besoin de plus de gens comme toi, mais tu dois t'assurer qu'il reste assez de toi-même à partager. Vis bien, ma chère. Vis avec audace. Vis pour toi-même. Avec tout mon amour, oncle Bernard. PS Le chalet de Tao était l'endroit préféré de Claire. Je pense qu'elle serait heureuse de savoir que tu l'as maintenant. J'ai pleuré en lisant cette lettre. Des sanglots profonds et secouants qui venaient d'un endroit que j'avais gardé sous clé pendant des années. Oncle Bernard m'avait vu, vraiment vu, d'une manière que mes propres parents n'avaient jamais fait. La lettre est restée sur la table de ma cuisine pendant des jours. Je la lisais chaque matin avec mon café, me rappelant pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Pourquoi je devais tenir bon, même lorsque la culpabilité essayait de revenir. Parce qu'elle a essayé. Malgré tout, malgré l'embuscade, la manipulation, les années à être considérées comme acquises, une partie de moi voulait encore arranger les choses, aplanir les différends, rendre tout le monde heureux. C'est ce pourquoi j'avais été formé toute ma vie, être la gardienne de la paix familiale, la personne fiable, celle sur qui on pouvait toujours compter pour faire passer ses propres besoins en dernier. Mais la lettre d'oncle Bernard me rappelait que me faire passer en dernier ne m'avait jamais valu de respect ni de reconnaissance. Cela n'avait fait qu'enseigner à tout le monde que je serais toujours là pour être exploité. 3 jours après le désastre de l'anniversaire, ma grand-mère a appelé. J'ai répondu, curieuse de son texto précédent. Viens prendre le thé avec moi, a-t-elle dit sans préambule. Demain à 14 h, juste toi et moi. Maman sait que tu appelles, ai-je demandé. Ta mère ne dirige pas ma vie, a-t-elle dit sèchement. Veux-tu venir ou non? J'y serai. Ma grand-mère vivait dans un petit cottage où elle avait emménagé après la mort de mon grand-père. Il était rempli de plantes, de livres et de meubles qu'elle avait choisis elle-même, rien à voir avec les maisons vitrines que ma mère préférait. Elle a ouvert la porte avec un léger sourire et m'a fait entrer. Le thé était déjà prêt, disposé sur sa petite table de cuisine avec des biscuits faits maison. Tu as bonne mine, a-t-elle dit en étudiant mon visage. Meilleur que tu ne l'as été depuis des années, en fait. Je me sens bien, ai-je admis. Aussi terrifié, coupable, en colère et libre, mais surtout bien. Elle a hoché la tête comme si cela avait un sens parfait. Ton grand-père aurait géré ce dîner de la même manière. Il n'a jamais eu de patience pour la manipulation. Nous nous sommes assises et elle a versé le thé avec des mains stables. À 83 ans, elle était toujours aussi vive d'esprit. Bernard m'a appelé, a-t-elle dit, environ 6 mois avant sa mort. Il m'a dit qu'il te laissait tout. Il m'a demandé de ne le dire à personne. Je me suis figé, la tasse de thé à mi-chemin de ma bouche. Il l'a fait? Il voulait mon avis sur le fait de savoir si cela causerait trop de drames familiaux. Je lui ai dit que ce serait absolument le cas, et qu'il devrait le faire quand même. Elle a souri. Ta mère a toujours été comme ça, se croyant tout permis, exigeante, incapable de voir au-delà de ses propres désirs. Je l'aime parce que c'est ma fille, mais je ne suis pas aveugle à ses défauts. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit, toutes ces fois où elle m'a mis la pression? Parce que tu avais besoin de trouver ta propre issue, a-t-elle interrompu doucement. Si j'avais mené tes batailles à ta place, tu aurais simplement trouvé de nouvelles batailles à perdre. Tu devais atteindre ta limite toi-même. Cela avait du sens, même si une partie de moi aurait souhaité qu'elle soit intervenue des années plus tôt. Ta mère m'a appelé le soir de ta fête, a continué ma grand-mère. Absolument hystérique. Elle m'a demandé de te raisonner, de te faire entendre raison, de te convaincre d'aider ta sœur. Qu'est-ce qu'elle a dit, ai-je demandé. Beaucoup de choses que je ne répéterai pas. Quelques accusations sur le fait que je te montais contre la famille. Des menaces de me couper les vivres si je ne me rangeais pas de son côté. Elle a siroté son thé calmement. Je lui ai rappelé que j'ai 83 ans et que j'ai mon propre argent.
De quoi allait-elle me priver exactement? De sa charmante présence? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Le truc avec ta mère, a dit ma grand-mère, c'est qu'elle a toujours vu ses enfants comme des extensions d'elle-même, plutôt que comme des personnes distinctes. Ton succès était censé bien la faire paraître. Tes ressources étaient censées être à la disposition de la famille. Elle ne comprend sincèrement pas pourquoi tu ne veux pas partager. A-t-elle déjà demandé comment j'avais obtenu l'argent pour ma maison, ai-je demandé doucement. Comment je pouvais me permettre d'aider tout le monde tout le temps? T'a-t-elle déjà demandé comment tu allais, tout court, a rétorqué ma grand-mère. J'ai laissé échapper un long soupir. C'est vrai. Un mois s'est écoulé. Nathalie a eu sa première échographie et l'a publiée sur les réseaux sociaux avec une longue légende sur la chance qu'elle avait d'avoir un mari et une famille si solidaires. Je n'étais pas identifié. Je n'ai pas commenté. Ma mère a envoyé une carte d'anniversaire à mon bureau. Mon adresse personnelle avait changé et je ne lui avais pas donné la nouvelle. À l'intérieur, il y avait un discours culpabilisant, déguisé en sentimentalité, sur le fait que les familles devraient rester unies contre vent et marée. Je l'ai jeté. Ce que je n'ai pas jeté, c'est la lettre de la maison de retraite où avait vécu oncle Bernard. Ils organisaient un événement commémoratif pour les résidents décédés cette année-là, et ils m'avaient demandé si je voulais dire quelques mots sur lui. J'y suis allé. Je me suis tenu devant une salle de personnes âgées et de membres du personnel, et j'ai parlé de mon oncle, de ses blagues nulles, de son amour pour les vieux westerns, de son habitude de garder les bandes dessinées du journal pour me les montrer quand je venais. J'ai raconté comment il m'avait appris que la gentillesse n'a pas besoin de public et que les gens qui comptent vraiment sont ceux qui se montrent les jours ordinaires. Après, une femme âgée s'est approchée de moi. Son badge indiquait Martha. « Vous êtes la nièce de Bernard » a-t-elle dit. Il parlait de vous tout le temps. Il était si fier de vous. Ma gorge s'est nouée. Merci. Il m'a dit un jour que vous étiez la seule à le traiter comme une personne, et non comme une obligation. Il a dit que vous lui aviez donné un but dans ces dernières années. Elle m'a tapoté la main. Cet héritage qu'il vous a laissé. Il voulait que vous l'ayez. Il me l'a dit. Il a dit que vous étiez la seule à le mériter. J'ai pleuré dans ma voiture pendant 20 minutes après être parti. 3 mois après mon anniversaire, je m'installais dans ma nouvelle normalité. J'ai réduit mes heures de travail et j'ai commencé à planifier sérieusement ma propre entreprise de conseil. Les rénovations de la maison étaient en cours. Pas de piscine, mais je transformais le sous-sol en bureau et bibliothèque. Ashley et Derek m'ont invité à la fête du 7e anniversaire d'Emma. C'était tout ce que mes réunions de famille n'étaient pas, chaleureux, authentiques, plein de rire sans cruauté sous-jacente. Tu as l'air heureuse, a dit Ashley, en me regardant aider Emma à ouvrir ses cadeaux. Je le suis, ai-je dit. Je réalise que je le suis vraiment. Pas de regret d'avoir coupé les ponts, a-t-elle demandé doucement. J'ai pensé à la manipulation de ma mère, à la complaisance de mon père, à l'arrogance de Nathalie, à la cruauté désinvolte des cousins. J'ai pensé à chaque tentative de culpabilisation, à chaque exigence, à chaque fois que j'avais ravalé mes propres besoins pour maintenir la paix. Pas même un seul, ai-je dit. Ce soir-là, j'ai reçu un email de Mélissa. Elle avait pris plusieurs cafés avec moi depuis, construisant lentement une relation indépendante des drames familiaux. Son message était court. Je voulais juste que tu saches. J'ai dit à ma mère que je n'assisterai plus aux dîners de famille s'ils vont passer tout le temps à dire du mal de toi. Elle était choquée. Merci de m'avoir montré qu'il est possible de poser des limites. J'ai souri et j'ai répondu avec un emoji cœur. La vérité, c'est que perdre ma famille d'origine m'a fait moins mal que je ne l'avais prévu. Peut-être parce que je faisais le deuil de la famille que j'aurais aimé avoir depuis des années. Celle qui était présente, qui se souciait, qui me voyait comme plus qu'une ressource à exploiter. Ce que j'avais gagné était bien plus précieux que ce que j'avais perdu. La paix, l'autonomie, la capacité de regarder mon compte en banque sans anxiété, la certitude que ma maison était à moi, que ma vie était à moi, que mes choix étaient les miens. Oncle Bernard m'avait donné plus que de l'argent. Il m'avait donné la permission de m'estimer, de m'éloigner des gens qui me rabaissent, de comprendre que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de refuser de participer à sa propre maltraitance. 6 mois après mon anniversaire, je révisais des contrats pour ma nouvelle société de conseil quand ma sonnette a retenti. J'ai vérifié la caméra de sécurité. C'était Nathalie, maintenant visiblement enceinte. J'ai failli ne pas répondre,
mais la curiosité l'a emporté. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé à travers la porte, sans l'ouvrir. « On peut parler, s'il te plaît ?» Contre toute attente, j'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle avait l'air fatiguée. L'éclat de la grossesse dont les gens parlent était remarquablement absent. « Je te dois des excuses », a-t-elle dit. « D'accord. » « C'est tout ? Juste d'accord ? Que veux-tu que je dise, Nathalie ? Tu m'as tendu une embuscade à ma propre fête d'anniversaire et tu as exigé que je vende ma maison pour toi. Tu as joué la victime quand j'ai refusé. Tu as passé des mois à dire à qui voulait l'entendre que j'étais une personne horrible. Des excuses, c'est le strict minimum. Et franchement, je ne suis pas sûr de les croire. Ses yeux se sont remplis de larmes, des vraies cette fois, je pense. Grant m'a quitté. J'ai cligné des yeux. Quoi ? Il a dit qu'il ne voulait pas être père. Qu'il n'avait accepté la grossesse que parce que je l'avais pressé. Il a déménagé la semaine dernière. Elle a essuyé ses yeux. Je suis enceinte de 8 mois, seule, et je ne sais pas quoi faire. Une partie de moi, l'ancienne moi, voulait la réconforter, arranger les choses. Mais j'avais appris ma leçon. Je suis désolé que tu traverses ça, ai-je dit. Mais je ne suis pas la personne qui peut t'aider. Tu es ma sœur. Je suis la sœur que tu as essayé de manipuler pour qu'elle renonce à sa maison. La sœur que tu as traitée comme un distributeur automatique pendant des années. La sœur que tu as publiquement humiliée. J'ai gardé ma voix égale. Tu as fait des choix, Nathalie. Tu dois vivre avec les conséquences. J'avais tort, a-t-elle dit, surtout. Je le vois maintenant. J'ai été gâtée, pleine de suffisance, et je t'ai considérée comme acquise. Je suis désolé. J'apprécie les excuses, ai-je dit. Mais ça ne change rien. Je ne peux plus être ton filet de sécurité. Tu dois te débrouiller seul. Qu'est-ce que je suis censé faire ? La même chose que j'ai faite quand j'ai eu besoin d'une maison, ai-je dit. Travailler pour l'avoir. Économiser. Faire des sacrifices. Tu vas bientôt être mère, Nathalie. Il est temps de grandir. J'ai refermé la porte sur son visage choqué et je suis rentré. Cela semble dur en l'écrivant maintenant, mais j'ai appris quelque chose d'important. Sauver les gens de leurs propres conséquences ne les aide pas. Cela leur apprend simplement que quelqu'un nettoiera toujours leurs dégâts. 2 semaines après cette rencontre, j'ai déménagé dans une nouvelle maison, une des propriétés d'investissement d'oncle Bernard dont j'étais tombée amoureuse. Elle était dans un quartier différent, plus privé, avec une meilleure sécurité. Je n'ai pas donné ma nouvelle adresse à ma famille. Mélissa m'a envoyé un texto après le déménagement. J'ai entendu dire que Nathalie est passée à ton ancien appartement pour te chercher. Tu vas bien ? Oui, ai-je répondu. Je vais bien. Et j'allais mieux que bien, en fait. Ma société de conseil décollait. J'avais commencé à fréquenter quelqu'un, un homme gentil nommé Thomas, qui travaillait dans les sciences de l'environnement et n'avait aucun intérêt pour mon argent. Ma nouvelle maison était exactement comme je la voulais. J'avais emménagé dans une des propriétés d'oncle Bernard, un endroit magnifique, avec plus de sécurité et d'intimité que ma maison d'origine. Parfois, je repensais à ce dîner d'anniversaire. Les visages pleins d'attente, la cruauté désinvolte, la certitude absolue qu'ils avaient tous que j'allais céder. L'expression sur leur visage quand j'ai lu cet email me soutiendrait pendant des années. L'avocat d'oncle Bernard a appelé un après-midi pour prendre des nouvelles. « Comment gérez-vous tout cela ?» a demandé Laurence Martinez. « Mieux que prévu, ai-je admis. » Oncle Bernard savait ce qu'il faisait. En effet, a convenu Laurence. Il m'a dit, lorsque nous mettions à jour le testament, qu'il espérait que son don vous donnerait le courage de vivre authentiquement, d'arrêter de vous diminuer pour vous conformer aux attentes des autres. Mission accomplie, ai-je dit. J'ai fait un don de 100 000 €, au nom d'oncle Bernard, à la maison de retraite où il avait vécu, finançant des améliorations de leurs espaces communs et de leurs programmes d'activité. J'ai créé des fonds d'études pour Emma et pour les enfants de Mélissa. J'ai voyagé en Italie pendant 3 semaines, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps ni l'argent. Chaque matin, je me réveillais dans ma nouvelle maison, la propriété d'investissement que j'avais revendiquée comme la mienne, belle, privée, sécurisée. Et chaque matin, je me sentais reconnaissante. Ma mère a fait une dernière tentative de réconciliation,
en envoyant une longue lettre sur les liens familiaux et le pardon. Elle ne s'est pas excusée pour l'embuscade de l'anniversaire. Elle n'a reconnu aucun méfait. Elle voulait juste que les choses redeviennent normales, ce qui signifiait que je financerais leur style de vie pendant qu'ils critiqueraient le mien. Je n'ai pas répondu. Aux dernières nouvelles, Nathalie était retournée vivre chez nos parents. Grande contestait la pension alimentaire. La famille se réunissait toujours pour les fêtes, trouvant probablement quelqu'un d'autre à critiquer et à exploiter. J'ai passé Thanksgiving avec la famille d'Ashley, et Noël à faire du bénévolat dans un refuge. Le réveillon du Nouvel An fut un dîner tranquille avec Thomas, à parler de projets d'avenir. Ça, c'était la vie qu'oncle Bernard voulait pour moi. Une vie non définie par l'obligation, la culpabilité, ou la tâche sans fin de mériter l'amour de personnes incapables de le donner librement. Une vie où je pouvais respirer, choisir, et construire quelque chose qui était à moi. Chaque choix a un coût. Couper les ponts avec ma famille m'a coûté le fantasme qu'ils seraient un jour différents, qu'ils me verraient un jour comme plus qu'une ressource. Mais ce que j'ai gagné, la paix, la liberté, le respect de moi-même, valait infiniment plus que ce que j'avais perdu. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir été si dur à ce dîner d'anniversaire. Si j'aurais aimé gérer les choses différemment. Non, car tout ce qui aurait été moins qu'une honnêteté totale leur aurait laissé de la place pour revenir en douce, pour minimiser ce qu'ils avaient fait, pour rendre ma responsabilité d'arranger les choses et de prétendre que rien ne s'était passé. Lire cet email à voix haute, voir leur visage se décomposer, sortir de ce restaurant, ce furent les moments où je me suis enfin choisi. Et je n'ai jamais regardé en arrière.